Aujourd'hui, on ne se donne plus la peine d'essayer de comprendre l'avis de celui qui s'oppose. On se contente de le haïr. Et il me semble que c'est un peu la logique des réseaux sociaux, pour ce que j'en connais, c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'ai vu les répercussions dans les 4-5 dernières années de mon enseignement, où on se rend bien compte que là, les réseaux sociaux, ce n'est pas simplement une parole qui peut se transmettre très rapidement, mais c'est un moyen de pression. Et je me suis rendu compte chez mes collègues, mais je me suis rendu compte chez moi, que parfois je me disais non, ça je ne vais pas le dire. Et cette autocensure, je ne la connaissais pas. Bienvenue au Micro Philo. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial, Jean-Paul Franière. Tu ne sais peut-être pas qui c'est, mais si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Pour cause, Jean-Paul Franière est le fondateur du Café Philo Fribourg qu'il a animé pendant plus de 20 ans. Il a également et surtout été professeur de philosophie au Collège Saint-Michel, dans lequel ses méthodes éducatives étaient parfois contestées. À la retraite depuis 2020, Jean-Paul Franière est considéré par ses pairs comme une sorte de Socrate moderne qui a marqué de nombreux esprits sans pour autant jamais avoir écrit un seul livre. Dans cet épisode, nous allons surtout nous intéresser à ses conceptions de l'éducation, de l'autorité et bien sûr de la philosophie. C'est parti. Jean-Paul Franière, bonjour. Bonjour Yann. Je pense que la meilleure façon de commencer cet entretien est de raconter notre première rencontre. Donc celle-ci a eu lieu alors que j'étais au collège, au gymnase, ça dépend d'où on me regarde. Donc je devais avoir 17-18 ans et j'étais justement au collège Saint-Michel à Fribourg où vous enseignez. Et je me rappelle très bien de cette journée, un peu comme si c'était hier, ça m'a beaucoup marqué. C'était mon premier cours de philosophie. Et donc j'arrive dans cette salle, vous étiez assis à votre bureau, très calme. C'était au début du semestre, donc il y avait le brouhaha habituel, les rires, où on se racontait nos vacances, etc. Et normalement, dans ce genre de situation, un professeur normal, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève et il s'impose tout simplement par sa présence en disant quelque chose du style « Voilà, asseyez-vous, nous allons commencer, etc. » Mais pas vous. Vous êtes simplement resté assis à votre bureau, immobile, pendant plusieurs minutes, et vous avez simplement attendu que le silence se fasse de lui-même, en fait. Après 3-4 minutes, les gens se sont rendus compte que voilà, le cours allait commencer, donc ils se sont tus d'eux-mêmes. Et là, vous avez laissé un petit moment de silence, et vous avez simplement dit « Avez-vous une question ?» Je me rappelle qu'à ce moment-là, on était un petit peu confus, on se demandait c'est le début du cours, on n'a pas de questions encore, on va poser une question sur quoi ? Et là, quelqu'un a posé une question du style quel est le programme de philosophie de 3e année au Collège Saint-Michel ? Donc là, vous laissez quelques secondes passer, toujours immobile, toujours très ferme à votre bureau. Et là, vous dites « Bande de cons, avez-vous une question ?» Là, je sens que la tension monte un petit peu dans la salle, je me souviens très bien, des rires un peu gênés. Les gens commençaient à se demander « Mais c'est qui ce monsieur ? Qu'est-ce qu'il nous veut ? Est-ce que c'est une blague ou qu'est-ce qui se passe ?» Quelqu'un a posé une autre question qui était, disons, un petit peu plus intelligente, j'imagine. Et là, vous êtes levé et gentiment, vous avez commencé votre cours. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce moment, et je trouve qu'il représente beaucoup votre personne, c'est que j'ai ressenti que vous étiez quelqu'un de provocateur, mais surtout d'intimidant pour certaines personnes. Et en fait, ma première question pour démarrer cet entretien, c'est quelle est votre approche de l'éducation, tout simplement, derrière cette façon de faire ? Bande de cons, avez-vous une question ? Vous avez peut-être oublié de dire que je l'avais quand même dit avec une ironie bienveillante, me semble-t-il. Mais si je veux répondre à la question, il faut savoir ce que c'est qu'un con. Ça va de soi. Alors même si ce n'est pas un concept philosophique très traditionnel, le con, je le définirais philosophiquement avec l'aide de Socrate, tout en précisant qu'aucun de mes collègues me considère comme le Socrate moderne, évidemment pas, je ferme la parenthèse. Mais
je le définirais avec Socrate comme, donc le con, c'est celui qui n'examine pas sa vie. Socrate se demande si une vie sans examen vaut la peine d'être vécue. Est-ce qu'une personne qui n'examine pas sa vie est véritablement pleinement humain? Et donc, le con, c'est celui qui n'examine pas la vie, qui n'examine pas sa vie. Le con, c'est celui qui considère que... C'est celui qui est incapable de se demander ce que les autres pensent. C'est celui qui ne se demande jamais si ce qu'il dit est vrai, si ce qu'il fait est bon, si ce qui lui plaît est beau. C'est ça un con. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est... Alors, pourquoi commencer comme ça? Et ça concerne non pas le but de la pédagogie, encore une fois, c'est trop large, mais qu'est-ce que je cherche d'un point de vue, on pourrait dire, didactique? Alors, c'est là que... Et je ne prétends absolument à aucune universalité. Chacun enseigne la philosophie à partir de ce qu'il est, avec les objectifs qui sont les siens, etc. Donc, ce que je dis, je le dis de façon personnelle, et j'ai aucune prétention d'universalité là. Mais, si philosopher, c'est d'abord se questionner. Hein, c'est ce qu'Aristote dit. La philosophie est née de l'étonnement face aux choses qui suscitent un questionnement. Donc si la philosophie, c'est se questionner, il importe que l'élève, que l'étudiant qui vient dans un cours de philosophie se questionne. Se questionne. Et donc quand un élève me dit « c'est quoi le programme ?», il n'en a rien à cirer. Et moi non plus d'ailleurs. Mais il se dit « il faut bien que je pose une question ». Et donc il va poser une question de circonstance. Et cette question de circonstance, elle est inintéressante. C'est la question d'un con. C'est la question d'un con. Mais dans un premier temps, il ne s'agit pas de faire un discours là-dessus. Je n'ai jamais expliqué dans un cours ce que c'était qu'un con. Non, le but, c'est de susciter un véritable questionnement. Parce que le danger, lorsqu'un élève vient dans un cours de philosophie, c'est que finalement, il considère ce cours de philosophie comme un autre cours. Voilà, alors en d'autres termes, quel est le programme, combien est-il d'examens, est-ce que vos notes sont sévères ou pas, etc. etc. Bon, tout ça, ça fait partie du job, mais ça ne donne pas du sens à la philosophie. Apprenons de l'économie, des langues, des maths, tout ça, ça sert. La philosophie, en tant que telle, elle n'est pas sur ce registre-là. Et donc, il importe que l'élève se questionne. Et je terminerai en disant ceci. Parce que si on dit que la philosophie est née du questionnement, et qu'on enseigne Aristote en disant « Aristote nous a dit que la philosophie est née du questionnement », mais que personne ne se questionne, on passe à côté de l'acte philosophique. Ouais, d'ailleurs, je me rappelle que c'était votre façon de démarrer tous les cours ensuite. Vous commenciez toujours vos cours par « Avez-vous une question ?» Absolument. Ce que j'appréciais beaucoup d'ailleurs. Vous avez parlé de votre bienveillance un peu ironique. Et ça, je m'en rappelle totalement. Moi, je sentais en vous, rien que dans vos yeux, qu'il y avait aussi un aspect joueur là-dedans, dans cette façon de faire, qui, moi, me plaisait beaucoup personnellement. Toutefois, après avoir discuté avec certaines personnes qui ont aussi été vos élèves, vos étudiants, étudiantes au Collège Saint-Michel, il y en a certaines qui m'ont dit que vous les avez un petit peu bloquées, en fait. Donc peut-être qu'elles n'ont pas ressenti cette façon taquine de faire, et qu'elles ont pris les choses au premier degré, et que dans certains cas, justement, vous les avez intimidées, vous les avez un peu sorties de leur zone de confort, et ensuite, elles n'ont plus du tout osé intervenir en classe, en fait, plus du tout osé donner leur avis, par peur d'être justement le con ou la conne. Qu'est-ce que vous répondriez à ces élèves ? Mais je les comprends, mais c'est un risque. Mais je dirais que le pire cadeau qu'on puisse faire à un con, c'est la compassion. En d'autres termes, il faut... voyez, prendre la parole dans un cours, c'est une parole publique. Ce n'est pas encore la parole qu'on aura dans la société, si je suis responsable, si j'ai des responsabilités politiques, etc. N'empêche qu'une salle de classe, c'est déjà un espace public. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que celui qui pose une question,
il ne faut pas que le professeur le materne en disant « Ah oui, ta question est intéressante, même si elle ne l'est pas ». Il arrive que les élèves posent des questions intéressantes, mais la plupart du temps, les questions que les élèves posent ne sont pas très intéressantes, en tout cas, elles ne sont pas très originales, etc. Mais il peut arriver que certaines soient intéressantes, mais la majorité ne le sont pas. Et donc là, il ne s'agit pas de rassurer l'élève. Pourquoi? Parce que l'école, ce n'est pas la vraie vie, mais l'école, ça doit être un lieu de vie. Et si la philosophie, c'est une vie de l'intelligence, il faut comprendre que dans la société, lorsqu'on prend la parole en public, c'est toujours une prise de risque. Et donc, et là, on parle d'étudiants qui ont 17, 18 ans. En France, ils sont déjà à l'université. En d'autres termes, c'est des gens qui devraient être capables de se dire « je vais prendre la parole en public », mais évidemment, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque. Et la plupart du temps, quand on prend la parole dans une salle de classe, ce n'est pas une prise de risque. Pourquoi? Parce que les questions qu'on pose, très souvent, on a la réponse, ou on sait en tout cas que le professeur a la réponse, on sait que le professeur les recevra avec bienveillance, etc. On est dans une zone de confort dont on ne sort jamais. Alors après, certains étudiants resteront prisonniers de cette première attitude en disant je préfère me taire. Ok, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est un peu brutal, mais il y a toujours ce risque-là. Et j'essaye d'être attentif, parce que j'ai conscience de cela. Il y a des étudiants, il y a des étudiantes qui ont mis des mois, voire plus d'une année, on a quand même 2 ans ensemble, à oser à oser poser une question. Certains l'ont fait, d'autres ne le feront jamais. Bon voilà, c'est la vie, ça. Il faut que ça soit quelque chose d'exigeant, il faut que ça soit quelque chose de sérieux. Et dans la vie, on ne mime pas, on ne fait pas semblant de poser des questions. On pose des questions, et quand quelqu'un pose une question, il prend un risque. Parce que le problème, autrement, c'est qu'effectivement, les gens se taisent. Sur le place public, les gens se taisent. Et ça ne va pas. Donc c'est vraiment, quelque part, le but recherché de les sortir de cette zone de confort et de les inviter justement à oser poser des questions Absolument. Pour les préparer à la suite. En rappelant, en répétant qu'il s'agit de la condition sine qua non de l'acte philosophique. Si les personnes qui sont en face de moi ne se questionnent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne poseront pas forcément de questions, mais au moins ils doivent se questionner. Moi, je suis convaincu qu'il y a des élèves qui n'ont jamais osé poser une question, mais qui se questionnaient. L'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Mais s'il n'y a pas ce questionnement-là, l'acte philosophique tel que je le considère, alors à ce moment-là, il est vain. Vous avez une longue expérience de professeur. Hein. Vous avez d'abord été dans un autre collège, c'est ça? Oui. Mais je dirais plutôt, enfin, toute votre carrière, 40 ans, je dirais, plus ou moins. Oui, même un peu plus. Est-ce que vous avez vu une évolution entre l'attitude des étudiants au début et à la fin de votre carrière, que ce soit dans ce domaine-là, donc dans la facilité justement à poser des questions, ou dans d'autres domaines? Cette question est toujours compliquée. D'abord parce que j'ai effectivement du recul, mais j'ai encore pas suffisamment de recul par rapport à mon recul. Les étudiants que nous avons sont des adolescents. Et un adolescent reste un adolescent. Et en ce sens-là, l'adolescent des années 80 et l'adolescent des années 2020, grosso modo, ça reste un adolescent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quelque chose de très intéressant pour l'enseignement de la philosophie. C'est qu'enseigner la philosophie, comme on l'a déjà dit, c'est se questionner, mais pour se questionner véritablement, il faut être prêt à se remettre en question. Or, quand on enseigne la philosophie à des adultes, j'ai une petite expérience, moins grande, mais je l'ai quand même. Quand on enseigne la philosophie devant des adultes, l'avantage, c'est que ces adultes ont une expérience de vie que l'adolescent n'a pas, ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il a déjà, on pourrait dire, s'est déjà engagé dans la vie. Il a pris déjà des options. Et lorsque nous arrivons avec le questionnement, notre questionnement pourrait remettre en question ses choix de vie. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une espèce de frivolité qui n'est pas d'abord due à la remise en question, mais en se disant ouais, je veux bien remettre en question ce que je pense, mais de là à remettre en question ce que je fais, c'est encore une autre histoire.
Avec l'adolescent, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça qui est intéressant d'enseigner la philosophie avec des adolescents, c'est que leur expérience de vie est certes plus limitée, mais ils n'ont pas encore fait la plupart du temps les choix de vie définitifs. Ce qui fait qu'ils ont une plus grande libéralité par rapport au questionnement philosophique. Et cette libéralité est quelque chose de fondamental. Aristote aussi insiste là-dessus. Le questionnement philosophique est un questionnement libre. Ça veut dire que, et ça c'est un problème chez certains philosophes ou certaines philosophes de notre époque, si j'ai un problème de reconnaissance, et je me dis dans la société, il n'y a pas de place pour moi. Dans cette société telle qu'elle est, il n'y a pas de place pour moi. Je vais repenser la philosophie pour qu'il y ait une reconnaissance. Eh bien, cette façon de faire de la philosophie, bon, voilà, c'est une façon de faire, mais pour moi, elle est problématique dans la mesure où elle manque de libéralité. Ça veut dire que notre rapport à la vérité n'est pas suffisamment spéculatif parce qu'il est trop intéressé. Et c'est ça que j'aimais bien auprès des adolescents, ce que j'ai toujours aimé auprès des adolescents, c'est qu'il y avait cette forme un peu d'innocence, parfois un peu de naïveté, mais qui fait qu'on peut interroger. En ce sens-là, je dirais qu'entre 1980 et 2020, il n'y a pas de différence. Et donc les différences, parce qu'elles existent, elles sont ailleurs, me semble-t-il. Les différences ne sont pas tant au niveau de l'adolescent qu'au niveau de l'environnement. Et là, on a changé d'époque. On a changé de siècle, on a changé de millénaire. Mais j'ai commencé à enseigner la philosophie, il n'y avait pas d'Internet. Évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et en d'autres termes, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que quand on enseigne aujourd'hui, surtout quand on a cette prétention de faire réfléchir les élèves sur leur manière de penser, leur manière de vivre, aujourd'hui, nous sommes une voix parmi d'autres. Hein, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a Internet, ça change véritablement beaucoup de choses. Et donc, ça devient très difficile, j'allais dire, de faire entendre une voix rationnelle dans ce tumulte. Donc, c'est plutôt l'environnement de l'adolescent qui a changé plutôt que l'adolescent lui-même. Alors, évidemment, il y a une interaction. Donc vous pensez que les adolescents aujourd'hui vont chercher ce que les professeurs leur offraient à l'époque, quelque part d'autre, typiquement dans les réseaux sociaux? En partie, bien sûr. Pourquoi vous pensez qu'ils se tournent vers ces outils-là? Ah, mais parce qu'ils sont plus immédiats. Parce qu'ils sont plus immédiats. Et donc, vous comprenez, toute l'histoire de la philosophie à partir de Platon, la sortie de la caverne, c'est la sortie de l'immédiateté. Parce que la vérité, elle n'est pas immédiate. Parce que le sens du beau n'est pas immédiat. C'est pas la même chose de dire « ça me plaît » que de dire « c'est beau », etc., etc. Et donc, dans les réseaux sociaux, I like, hein, I don't like. Vous voyez, et en ce sens-là, il y a une immédiateté. Et puis, un autre aspect qui est effectivement important, c'est que normalement, le professeur, il demande de rendre compte de sa position. Et ça, c'est fondamental. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir ce que vous pensez. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Et donc, si vous me dites quelque chose, pourquoi me dites-vous ce que vous me dites? C'est ça qui est intéressant. Et sur les réseaux sociaux, je peux dire ce que je veux dire, et je n'ai absolument pas à en rendre compte. Personne ne me demande de rendre compte. Ça, c'est un aspect capital. Mais il y a un autre aspect. Et ça, c'est Nietzsche qui le dit, mais il le dit avant 1900, puisqu'il est mort en 1900. Il dit, dans un de ses textes, il dit « Aujourd'hui, on ne se donne plus la peine, ce n'est pas une citation exacte, aujourd'hui, on ne se donne plus la peine d'essayer de comprendre l'avis de celui qui s'oppose. On se contente de le haïr. On se contente de le haïr. » Et il me semble que c'est un peu la logique des réseaux sociaux, pour ce que j'en connais, c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'ai vu les répercussions dans les 4-5 dernières années de mon enseignement, où on se rend bien compte que là, les réseaux sociaux, ce n'est pas simplement une parole qui peut se transmettre très rapidement, mais c'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression énorme. Et je me suis rendu compte chez mes collègues, mais je me suis rendu compte chez moi, que parfois, je me disais, non, ça, je ne vais pas le dire. Et cette autocensure, je ne la connaissais pas. Mais à partir du moment où vous dites, il y a déjà la possibilité que quelqu'un vous enregistre.
Hein. Ça peut toujours arriver. Ou que même que quelqu'un vous filme quand vous parlez, et que vous pourriez vous trouver sur les réseaux sociaux, et on sait comment ça peut ensuite prendre une dimension incroyable, eh bien, vous commencez à avoir une parole qui est moins libre. Et ça, c'est un problème, et je l'ai senti les dernières années. Et ça, c'était une vraie difficulté. Ouais. Donc, ma question suivante était comment se manifeste justement ce changement en classe concrètement? Vous avez cité l'autocensure. Est-ce qu'il y a d'autres façons dont l'avènement des réseaux sociaux a changé la classe, en fait, la salle de classe, ou d'autres problèmes auxquels les professeurs sont confrontés aujourd'hui? Oui, on pourrait prendre un exemple, c'est la question très délicate, on n'est pas obligé d'aborder sur le fond, mais sur la théorie du genre. Ça veut dire que certains sujets maintenant, parce que la question de la féminité, on a vu ça en classe, c'était une question, c'est-à-dire la question de la féminité, c'est-à-dire la question de la signification sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire être homme? Qu'est-ce que ça veut dire être femme? C'est une question qui m'a toujours intéressé et que j'ai traité très longtemps avec mes élèves à travers l'œuvre du premier Lévinas. Eh bien, cette problématique, aujourd'hui, elle entre en contradiction avec la théorie du genre. Ou en tout cas, elle entre en friction avec la théorie du genre, plutôt qu'en contradiction. Je corrige. Et la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des camps. Ce n'est pas vrai dans toutes les classes. Ce n'était pas encore vrai dans toutes les classes. Mais dans certaines classes, on sent qu'il y a des camps. Et qu'à ce moment-là, c'est un combat quasiment politique. C'est un combat politique. Et ce n'est plus une recherche de la vérité sans présupposés, sans préjugés. Sans présupposés, sans préjugés. Du moins avec des présupposés et des préjugés qu'on interroge. Et là, ça devient très difficile. Ça devient très difficile. Et le risque, c'est que finalement, on élimine du programme philosophique les questions qui vont être trop délicates, parce qu'on n'a pas envie d'entrer en conflit, et qu'on se contente d'une philosophie, je ne sais pas, politiquement correcte. Ça, c'est le danger. Ouais. Vous avez parlé avant de rendre compte de ce qu'on pense et de l'absence de cet élément sur les réseaux sociaux. Justement, ça m'intéresse beaucoup. Vous pensez que c'est la principale raison justement de cette crise qui crée des camps, justement, parce que plus personne ne rend compte de ce qu'il dit? Est-ce que vous pensez que c'est ça la raison profonde derrière? Je ne sais pas si c'est la raison profonde, mais en tout cas, c'est une raison importante. Et je citais Nietzsche qui l'a pressenti. Lévinas dit aussi quelque part, aujourd'hui on peut tout dire. Pourquoi? Parce que personne ne définit ce qu'il dit. C'est-à-dire, personne ne sait exactement ce qu'il dit. Donc, c'est la même problématique. Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas d'être du même avis. On a besoin, pour les questions pratiques, d'une diversité de points de vue. Hein, comme disaient les anciens, la vérité se trouve au fond du puits. Il faut la faire remonter du puits, la vérité. Comment la fait-on remonter du fond du puits? Eh bien, en opposant les points de vue. C'est vraiment le sens du procès. Hein, voilà, il y a un procès, il faut établir une culpabilité, il y a un avocat, il y a un procureur, et on oppose les points de vue. Et c'est de cette opposition du point de vue qu'on fait apparaître une vérité, et le juge ensuite va pouvoir trancher. Mais ce mécanisme-là, il présuppose un respect des points de vue différents. Mais le respect des points de vue différents, ce n'est pas simplement une attitude morale, c'est une attitude critique. Respecter le point de vue d'autrui, c'est l'identifier. Il faut d'abord que je sache ce que autrui dit, pourquoi il le dit. Non pas pour être d'accord avec lui, mais pour s'opposer raisonnablement, non pas parce que nous aurions la vérité, mais que si les points de vue sont différents, sur un même point, ça veut dire que les deux ont tort, mais en tout cas, ça c'est possible, mais en tout cas, ce qui est impossible, c'est que les deux aient raison. C'est la pure logique. Et donc, à partir de là, il s'agit d'opposer les points de vue pour faire apparaître quelque chose de vrai ou de vraisemblable. C'est ça l'objectif. Mais pour ça, il faut un esprit critique, il faut respecter, comme je viens de le dire, les points de vue, il faut s'intéresser aux points de vue d'autrui pour les combattre. Pour les combattre. L'un n'empêche pas l'autre. Pour les combattre, ça n'empêche pas, bien sûr. Mais on respecte son adversaire, non seulement on le respecte, comme disait Héraclite, si je tue mon adversaire, hein, si je supprime mon adversaire, eh bien, le tort, il est aussi pour moi. Parce que celui qui s'oppose
à moi est en même temps celui qui est en accord avec moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, je pense que c'est un problème, parmi d'autres, je ne suis pas un spécialiste, des réseaux sociaux. Une autre question que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question de l'autorité, donc qui a nettement sa place dans le thème général de l'éducation aussi. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une espèce de malaise autour de l'autorité, un aplatissement des hiérarchies un peu partout, que ce soit dans le monde de l'entreprise, où on essaye de créer justement des hiérarchies, enfin des systèmes horizontaux, sans chef, dans la politique aussi. Typiquement, on voit Emmanuel Macron qui devient un YouTuber, en fait, qui vient tout expliquer aux gens, etc. Dans la famille, peut-être aussi, à l'école. Et ma première question, donc liée à l'autorité, c'est, à votre avis, d'où vient ce profond changement culturel? Ce changement culturel a commencé il y a déjà plusieurs siècles. C'est une conséquence d'une évolution certainement bienheureuse de la vie politique, c'est-à-dire le passage de l'autocratie à la démocratie. C'est à partir du moment où il n'y a plus d'autocrates, nous sommes tous des rois. Après, il faut faire en sorte que ces rois, évidemment, délèguent leur pouvoir. Enfin, on va organiser cette société-là. On va organiser cette société. Et donc, je suis démocrate. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. C'est que pour les questions pratiques. Et la politique traite de questions pratiques. On fait quoi aujourd'hui en Ukraine? On fait quoi? Personne ne sait exactement ce qu'il faut faire. Hein? Évidemment, il faut résister. Si les Ukrainiens gagnaient la guerre, ça serait certainement une bonne chose, mais ils ne vont pas la gagner comme ça. Que doivent faire les Européens? À quel moment va-t-on faire des concessions? Quelles concessions, etc. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Et il faudra bien pourtant faire remonter la vérité qui est au fond du puits. Et pour cela, il faut confronter les points de vue. Et ce qui est magnifique dans une démocratie, c'est que les points de vue peuvent s'opposer. OK. Ça, c'est l'égalité démocratique, parce que chaque citoyen a une voix, et la voix de chaque citoyen a le même poids que la voix d'un autre citoyen. Là, l'égalitarisme a une certaine place et a une légitimité. Le problème, c'est que lorsque, et même pour un point de vue politique, il faudrait approfondir ceci, ce n'est pas aussi simple que cela, mais lorsqu'on passe maintenant au point de vue pédagogique, la question c'est, est-ce que je peux devenir un homme tout seul? C'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit de planter une graine dans la terre et l'arbre va pousser tout seul? D'une certaine manière, c'est théoriquement possible. Il ne faut pas qu'il y ait des vents dominants, etc. Vous voyez. Autrement, il faudra bien qu'on lui mette un tuteur, si je reprends l'analogie de la plante. Mais il y a une chose qui traverse quand même toute l'histoire de la pensée, en tout cas jusqu'au XVIIIe siècle, c'est que l'homme se caractérise parmi les animaux par le fait qu'il a à devenir ce qu'il est. Deviens ce que tu es, disaient les anciens. Je suis homme, mais j'ai à le devenir. Sinon, je risque de devenir homo homini lupus, c'est-à-dire je risque de devenir un loup pour les autres hommes. Comment devient-on un autre homme? C'est ça la question. Les anciens le formulaient autrement. Comment devient-on vertueux? Comment développe-t-on cette qualité d'homme? Cette qualité d'homme. C'est ça la question. Eh bien, là également, comme on est au niveau pratique, c'est à travers l'action. Il faut agir. Mais il faut agir devant quelqu'un qui est un grand frère en humanité, qui a la capacité de corriger notre action. Pour prendre une analogie, la seule façon d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, c'est d'en jouer. Mais on en joue toujours devant quelqu'un qui sait en jouer et qui corrige notre manière de jouer. C'est comme ça qu'on va devenir un bon pianiste, un bon violoniste, etc. En d'autres termes, la question de l'autorité, elle se pose dans ce cadre-là. J'ai besoin de quelqu'un qui a de l'autorité, c'est-à-dire, et ça je me base sur l'étymologie, augeo en latin, ça veut dire grandir, faire croître. J'ai besoin de quelqu'un qui a l'autorité, c'est-à-dire la capacité de me faire grandir. Sinon, je ne deviendrai jamais ce que j'ai à être. C'est ça le problème de la crise de l'autorité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que
Cet égalitarisme, pour faire court, qui a son sens et sa raison d'être et sa légitimité sur un plan politique, eh bien, cette égalité est illégitime. Illégitime parce que, contraire à cette de donner de l'expérience, je ne deviendrai jamais un homme seul. Et je termine en prenant une analogie. Pourquoi parlez-vous? Pourquoi êtes-vous capable de me poser des questions? Vous me parlez parce qu'on vous a parlé. Et que si personne vous avait adressé la parole, vous ne parleriez pas. En d'autres termes, l'autorité, c'est admettre qu'il y a toujours quelque chose, quelqu'un, plusieurs personnes qui nous ont précédés et qui nous permettront, ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique, l'autorité est toujours mise en danger par l'autoritarisme, etc., mais il y a toujours quelqu'un qui nous précède en humanité et des personnes qui vont nous aider à devenir plus humains. Parler d'autoritarisme, quand est-ce que l'autorité se transforme justement en autoritarisme? Quelle est la limite? D'un point de vue théorique, c'est très clair. D'un point de vue pratique, c'est très, très compliqué. D'un point de vue très clair, des théoriques, pourquoi c'est très clair? Parce qu'en fait, l'autorité est légitimée par une chose très claire. J'ai l'autorité sur quelqu'un à condition que je vise le bien de celui pour lequel j'exerce mon autorité. Donc, ce qui légitime mon autorité, ce n'est pas moi, mais c'est la personne sur laquelle mon autorité va s'exercer. Donc, c'est la seule légitimité de l'autorité. Donc, sur un plan théorique, qu'est-ce que c'est que l'autoritarisme? C'est lorsqu'on exerce, et là, on ne devrait pas parler d'autorité, mais de pouvoir, ce n'est pas la même chose, c'est lorsque j'exerce le pouvoir sur quelqu'un pour mon propre bénéfice. Là, je suis autoritaire. Donc ça, c'est sur un plan théorique. On voit très clairement la différence. Le problème, c'est que dans la vie pratique, très difficile d'identifier celui qui est en face de l'autorité. Traditionnellement, on va l'appeler l'obéissant, c'est-à-dire celui qui est, on dirait en latin, celui qui est à l'écoute de celui qui a autorité. Il faut que quelqu'un soit à l'écoute. Non pas quelqu'un qui se soumette, parce que le verbe obéir est un verbe actif, ce n'est pas un verbe passif comme la soumission. Se soumettre est un verbe passif. Non, c'est quelqu'un qui exerce activement l'obéissance. Il s'agit d'apprendre à obéir. Et donc, si j'identifie chez celui qui est censé exercer l'autorité de l'autoritarisme, je devrais refuser d'obéir. En d'autres termes, l'autorité est une relation. C'est une relation entre quelqu'un qui exerce l'autorité et quelqu'un qui obéit. Et pour qu'une relation soit saine, il faut que les deux éléments de la relation soient sains. Donc il faut que la personne qui exerce l'autorité l'exerce sainement, mais on ne le dit pas suffisamment. Il faut également que celui qui exerce l'obéissance, et on exerce l'obéissance, eh bien, il faut qu'il l'exerce sainement, c'est-à-dire de façon critique. Alors, bien sûr, c'est proportionnel, ça. Ce n'est pas la même chose quand on a 15 ans, quand on a 20 ans ou quand on a 5 ans. Est-ce que sainement veut dire volontairement? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut l'accord de l'obéissant? Ah, clairement. D'accord. Mais cet accord, en revanche, il peut être tacite. Mais l'autorité, et c'est ça le paradoxe de l'autorité, comme le dit Ricoeur, l'autorité présuppose effectivement une reconnaissance par celui qui obéit. Ricoeur parle de mutualité, d'une reconnaissance mutuelle. Ça veut dire que si quelqu'un ne reconnaît pas mon autorité, je ne peux pas l'exercer. Et donc, vous comprenez que le pouvoir, c'est complètement différent. Le pouvoir, c'est donné par une institution. Je suis gendarme, je suis colonel, et j'ai la possibilité d'exercer mon pouvoir, et je peux utiliser des éléments de coercition si c'est nécessaire. L'autorité ne peut jamais être coercitive. En d'autres termes, l'autoritarisme est une faillite de l'autorité. Qui nécessite justement le pouvoir. Exact, ouais. Exact. Ouais. Et est-ce que vous avez senti à travers votre expérience de professeur que l'autorité s'est quelque part évaporée du système éducatif? Est-ce que les professeurs, autrement dit, ont toujours de l'autorité aujourd'hui de manière générale? Est-ce qu'ils veulent avoir de l'autorité? Ça, c'est une autre question, effectivement. Donc, on ne peut jamais répondre de façon générale à ce type de questions. Mais la dernière question est peut-être la plus pertinente. Est-ce que
ils veulent avoir l'autorité. Je pense qu'aujourd'hui, de nombreux pédagogues, de nombreux professeurs ont une vision, vous en parliez tout au début de l'interview, très horizontale de la relation thérapeutique. quel beau lapsus, hein, de la relation pédagogique. Hein. En d'autres termes, certains le disent d'ailleurs explicitement, notre rôle c'est de donner l'input. Hein, c'est de donner l'input. Donc, ensuite, la croissance sera presque, j'allais dire, automatique. Donc, ça c'est un premier élément. Donc, effectivement, on peut avoir d'autres modèles pédagogiques. On peut avoir d'autres modèles pédagogiques, mais quand je dis qu'on peut avoir d'autres modèles pédagogiques, je ne suis pas en train de penser que ces autres modèles sont vrais. Hein, je ne suis pas relativiste. Mais j'entends bien et j'essaie de comprendre ces autres modèles. Donc, effectivement, certains vont dire non, moi je suis l'égal fondamentalement. Je suis l'égal de mes élèves. Et d'ailleurs, qu'on n'appelle plus élève, puisque l'élève, c'est celui qui est censé s'élever. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on va utiliser d'autres termes, on va parler d'apprenants et non plus d'élèves, etc. Donc, vous voyez, Donc ça, c'est un premier aspect, effectivement. Un deuxième aspect, c'est que l'autorité, c'est quelque chose de mystérieux. Ça vient d'où, l'autorité? Vous voyez? Alors, l'autorité, ça a à faire avec le charisme, un peu, certainement, un peu. Ça a à faire aussi avec la compétence. Un professeur compétent, aura plus facilement de l'autorité qu'une personne incompétente, etc. Mais on ne sait pas exactement ce qui fait que quelqu'un a de l'autorité et n'en a pas. Donc c'est pour ça que c'est difficile de parler de tout ça. En revanche, il me semble qu'on peut quand même dire quelque chose d'objectif, c'est qu'il y a des systèmes, le mot système n'est certainement pas adéquat, mais il y a des manières de concevoir l'institution scolaire, l'école, un collège, un lycée, qui favorisent l'émergence de l'autorité chez un professeur, et il y a d'autres manières de concevoir l'école qui, au contraire, empêchent ou défavorisent l'émergence de l'autorité. Et quand j'ai commencé à enseigner, là il ne faut plus citer les écoles parce que ça devient délicat, mais mon sentiment, mon expérience personnelle, là je suis inattaquable, mon expérience personnelle, oui, inattaquable. Mon expérience personnelle, c'est qu'il y avait une liberté, mais pas simplement académique, pas simplement au niveau des programmes et des choses comme ceci, mais une liberté d'enseignement et de méthode pédagogique beaucoup plus grande, pour le meilleur et parfois pour le pire, il faut être honnête, mais il faut s'occuper du blé et pas de l'ivraie. Et donc, il y avait une plus grande liberté. Et donc, ça pouvait parfois être pénible, voire dans certaines situations délicates, si ce n'est catastrophique. Mais c'est à cette condition-là qu'un professeur peut petit à petit acquérir de l'autorité. Parce que l'autorité, ça s'acquiert. Je ne saurais pas vous dire comment, mais l'autorité, ça s'acquiert, mais il faut un environnement favorable. Et là, il me semble, la condition sine qua non, c'est la confiance faite au professeur. Et aujourd'hui, vous voyez, on parlait d'Internet, on parlait des réseaux sociaux, mais on pourrait parler de l'informatique tout court, qui devait nous faciliter la vie. Mais une des choses les plus problématiques avec l'informatique, c'est que c'est devenu un instrument de contrôle omnipotent. Aujourd'hui, l'informatique permet de contrôler des choses qu'on ne pouvait pas contrôler autrefois. À l'école, des choses très simples, nombre de notes, à quel moment j'ai fait mes notes. Enfin, tout est transparent. Tout est transparent. Et donc, d'une certaine manière, on se sent contrôlé. On se sent... on doit justifier, etc., etc. Et pour acquérir de l'autorité, pour devenir un auteur, puisque c'est la même racine, pour devenir un auteur, il faut d'abord une institution qui nous fait confiance, des parents qui nous font confiance, des étudiants qui nous font confiance de façon critique, mais qui nous font confiance de façon critique. Et ça, effectivement... Mais vous voyez, quand je dis que ça a changé, ce n'est pas parce qu'il y a des gens méchants qui veulent que ça change. Il n'y a pas de... Non, je ne suis pas en train de faire le sophisme du complot, ce n'est pas ça. Mais il y a des instruments extrêmement ambivalents, dont on ne critique pas suffisamment l'usage, qui font que petit à petit, les choses changent. Les choses changent.
sans qu'on soit suffisamment attentif au bien de ces changements. Ouais. Donc la crise de l'autorité sera en fait précédée par une crise de la confiance liée à la technologie, où justement les écoles cherchent à prendre le moins de risques possible. Voilà. C'est pour ça qu'il faut... Voilà, pardon. À se conformer de plus en plus. Tout à fait. Donc, quand je dis lié à l'informatique n'est qu'un élément parmi ces choses-là. Parce qu'il faudrait, voilà, on ne va pas faire une analyse complète et je serai incapable, mais il y a bien d'autres paramètres, évidemment. Parce que la question de la confiance, c'est quoi? C'est que dans une société où les médias fonctionnent en particulier avec le scandale, et donc, dès qu'il y a un scandale dans une école, dès qu'il y a un scandale dans un parti politique ou dans une religion, eh bien, les responsables, ceux qui devraient exercer l'autorité, eh bien, leur premier souci, ça va être d'éviter le scandale. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, en faisant allusion à une parabole de l'Évangile, arracher l'ivraie. Hein, finalement, la question, on pourrait la poser autrement. Est-ce qu'on veut avoir de bons professeurs, d'excellents professeurs, ou est-ce qu'on veut avoir une moyenne très satisfaisante de professeurs? Vous voyez? Et d'une certaine manière, moi, si je pense à l'histoire de mon collège, quand j'ai fait mon collège, dans ce collège, il y avait des professeurs. Bah, aujourd'hui, voilà, ça ne serait pas possible qu'ils restent professeurs comme ils étaient. C'est vrai. Puis à côté de ça, on avait des personnalités extraordinaires. Et ces personnalités étaient nombreuses. C'est lié, ça. Ouais, c'est lié. Et aujourd'hui, dans la société, on ne veut plus de scandale. Il n'y a plus de place pour le mauvais. Donc, il n'y a plus d'excellence. Ouais. Donc, le coût de l'excellence, c'est la catastrophe, quelque part. Oui, c'est ça. C'est le risque de la catastrophe. Absolument. Et le refus de la catastrophe, c'est la médiocrité, au sens latin du terme, quelque chose de moyen. Vive la médiocrité. Ça me permet de passer au sujet suivant, qui est bien sûr la philosophie, pour terminer cet entretien. Bon, on n'est jamais sorti. Hein. Une chose qui me frappe chez vous et que j'ai mentionné à l'introduction, alors bien sûr, je faisais référence à Fabrice Adjadj qui, dans notre premier entretien, a dit que vous étiez une espèce de Socrate de Fribourg. Donc voilà, c'est une image. En fait, ce qui me frappe, c'est que vous avez marqué tellement de gens, notamment des étudiants, bien sûr. On continue de parler de vous aujourd'hui alors que vous êtes à la retraite. Et pourtant, vous n'avez jamais laissé de traces écrites, il me semble, aucun livre. Donc ma première question, c'est est-ce que c'est un choix délibéré? Donc pourquoi? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut être philosophe sans écrire? Oui. Alors, est-ce que c'est un choix délibéré? Ça, c'est des... Je devrais répondre bien sûr que oui, mais c'est toujours difficile dans la vie de dire oui, c'est le résultat d'un choix délibéré, comme si la vie était faite de décisions rationnelles dont on puisse se rendre compte, on réécrit sa vie après. Donc, est-ce que c'est un choix délibéré? Oui, on peut dire ça comme ça, mais il faut rester modeste. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais rien écrit? Parce que je pense que je n'avais pas grand-chose à dire, par écrit. Par écrit. Donc il y a deux aspects dans cette question. Le premier aspect, c'est qu'est-ce que c'est qu'être philosophe? Et je pense qu'il y a évidemment plusieurs manières d'être philosophe. Et là, je ne pense pas je ne sais pas, celui qui enseigne la philosophie à l'université qui peut, selon ma conception, ne pas être philosophe. C'est pas ça. Traditionnellement, la philosophie est symbolisée par le hibou, la chouette, c'est-à-dire un oiseau de nuit. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans ma salle de classe, il n'y avait pas de chouette, mais il y avait une vache. Il y avait le portrait d'une vache. Oui. Il y avait le portrait d'une vache. Et pour moi, c'était significatif. La chouette, hein, c'est un oiseau qui voit la nuit. Vous parliez de Fabrice Adjadj tout à l'heure. Fabrice Adjadj, mais il y en a beaucoup d'autres, mais puisque ce nom a été avancé, c'est quelqu'un qui voit des choses
qui voit des choses dans ses textes, je parle ici dans ses textes, je ne parle pas de la vie, dans ses textes, il voit des choses, il met en exergue des choses que les autres ne voient pas, que je ne vois pas. Et donc, à ce moment-là, ça a du sens d'écrire. Ça a du sens d'écrire. Ça a du sens de couper des arbres pour faire des livres. Mais si vous écrivez alors qu'en réalité, vous n'êtes pas une chouette, vous ne voyez pas la nuit. Vous voyez, c'est la vache. C'est la vache. C'est-à-dire, la vache, c'est un animal qui rumine. Et l'acte philosophique, c'est toujours un acte de rumination. C'est toujours un acte de rumination. Mais certaines personnes n'ont pas besoin de ruminer beaucoup pour voir certaines choses. Vous voyez, moi, je rumine ce que les autres ont vu. En ce sens-là, il faut faire une distinction entre être personnel et être original, être du verbe être. Il y a des gens originaux. Ça veut dire qu'ils sont capables de penser des choses que les autres n'ont pas vues et pensées. Voilà, il y a des grands philosophes, il y a des plus petits philosophes, il n'en demeure pas moins que là, être philosophe, ça veut dire être original. Nous n'avons pas tous vocation à être original, je ne le suis pas. En revanche, nous avons tous vocation à être personnel. Personnel, ça veut dire ce que je pense, c'est moi qui le pense. Mais si je n'avais pas lu tel livre, si je n'avais pas rencontré telle personne, vraisemblablement, je ne penserais pas ce que je pense. Mais je ne fais pas que de répéter. Ça veut dire que je comprends, je prends avec, j'assimile, j'en fais quelque chose. Et donc, c'est important d'être personnel. Parce que si l'on n'est pas personnel, alors on peut être manipulé, etc., etc. Donc, ça, c'est la première chose. Il y a des chouettes, il y a des vaches. Que les chouettes écrivent, c'est très bien. Il n'est pas nécessaire que les vaches écrivent. Ça, c'est ma première réponse. Mais il y a une deuxième réponse. C'est comment conçoit-on l'acte philosophique? Je pense qu'on faisait allusion à Socrate. À l'origine, l'acte philosophique, en tout cas tel que Socrate le conçoit, c'est un acte, c'est une parole adressée à quelqu'un. C'est une parole qui est adressée à quelqu'un. Ce quelqu'un nous renvoie quelque chose. Hein, et c'est la dialectique socratique, c'est le dialogue socratique, etc. Hein. Et c'est vrai que j'ai toujours privilégié dans ma vie cette façon orale, dialectique de faire de la philosophie. En disant ça, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas utile que des personnes écrivent. Heureusement qu'il y a eu Socrate, mais n'empêche que si Platon n'avait pas écrit, je ne pourrais même pas vous parler de Socrate. Donc, passer à l'écrit a été une chose nécessaire, mais encore faut-il avoir quelque chose d'original à dire. Ce n'est pas le fait de tout le monde. Mmh. Et du coup, quel est le rôle du philosophe, si ce n'est de dire quelque chose d'original? Ah non, le rôle du philosophe, alors, c'est Hannah Arendt qui dit que le philosophe est extrêmement important en temps de crise, particulièrement. Donc c'est pour ça qu'il est certainement important à notre époque. Et je pense que le rôle du philosophe, en tout cas un des rôles du philosophe, je ne dirais pas le, mais en tout cas un des rôles du philosophe, c'est d'être un veilleur. C'est d'être un veilleur. Voilà, dans les sociétés, dans les cités médiévales, il y avait toujours un veilleur la nuit. Si ça prend feu, il faut être capable de donner l'alarme. Ça, c'est le veilleur. Ça, c'est le veilleur. Où étaient les veilleurs en Allemagne lors de la montée du nazisme? Il y en a eu quelques-uns. Et pour certains, ils sont morts. Mais vraisemblablement, il a manqué de veilleurs. Il n'y en avait pas suffisamment. Et donc, ici, nous sommes dans une société apparemment paisible, mais il y a toute une série de problèmes dans notre société actuelle. Et quand je parle de la crise de l'autorité, c'est un exemple qui illustre plus globalement une crise de société. Voilà, c'est un débat qui est complexe, je ne suis pas très compétent pour en parler. Mais enfin, nous vivons certainement une période critique. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait des gens qui veillent, c'est-à-dire qui soient capables d'amener les individus à interroger ce qu'ils disent, à interroger le sens des mots qu'ils disent, à interroger la façon dont ils conçoivent le travail. Ça, c'est un sujet dont on aurait pu parler. Il y a aujourd'hui, très vraisemblablement, une très grande crise en lien avec le travail. La place du travail, la façon dont on le concevait il y a 50 ans, la façon dont on le conçoit aujourd'hui, etc. À un certain moment, il faut qu'il y ait des gens capables d'interroger
les autres parce qu'ils se sont interrogés eux-mêmes. C'est ça le mécanisme. Hein. Voilà, c'est ça. En tout cas, l'un des rôles de la philosophie, c'est ça, d'être veilleur dans une société qui risque de s'endormir ou qui risque d'adopter de nouvelles modes. Hein. Finalement, on l'a vu même en classe avec certains textes d'Hannah Arendt, les nazis étaient baptisés. Comment expliquer le fait qu'on ait pu passer si facilement, entre guillemets, si facilement, d'une société chrétienne, aime ton prochain, à une société nazie où finalement certains prochains doivent être éliminés. Évidemment, ça ne s'est pas fait si facilement, mais à certains égards, en une génération, on est passé d'une manière de penser à une autre qui était contradictoire. Où étaient les veilleurs? Où étaient les veilleurs? Vous ne pouvez pas attendre du commun des mortels qu'il ait toujours la lucidité. Vous voyez, je ne suis pas égalitariste. Je pense que chacun a des rôles, dans la société. Et le philosophe a un rôle, surtout en période de crise. Et on ne peut pas attendre de chacun qu'il ait suffisamment l'esprit critique. Mais il faut qu'il soit veilleur. Mais il faut des philosophes veilleurs, et non pas des philosophes, trop conformistes ou... Oui, je cherche un terme que je ne trouve pas, mais enfin, des administrateurs, des fonctionnaires. Des fonctionnaires. On aime bien finir nos entretiens par parler du café philo. C'est d'autant plus pertinent avec vous, sachant que vous l'avez cofondé à Fribourg. Ma première question, c'est pourquoi avoir justement créé et dirigé ce café philo pendant 20 ans? Oui. Comme je le disais, je suis une vache, donc j'ai aucune originalité. Le café philo, il avait été, alors pour le coup, fondé une vingtaine d'années plus tôt à Paris, etc. Et puis, c'est un philosophe français qui, lors d'une formation pour les profs de philosophie des Suisses romandes, nous avait fait connaître un café philo. On avait fait un café philo, je me rappelle, en Valais, en montagne. C'était une belle expérience. Et puis, à partir de là, je m'étais dit que ça serait intéressant. Je trouvais l'idée intéressante. Pourquoi est-ce que je trouvais l'idée intéressante? Parce que c'est une manière de sortir la philosophie d'un cadre qui pourrait être un peu trop académique. Même si l'école n'est pas véritablement un cadre académique au niveau du lycée. Mais tout de même. Donc je trouvais cette idée intéressante. Et puis d'autre part, il y avait un autre aspect que je trouvais intéressant, c'était de dire, mais finalement, si on croit à la démocratie, si l'on veut être démocrate, il est important de former le citoyen. Mais le citoyen, on ne va pas le former dans un cours théorique à l'école, ça ne marche pas. Et donc ce qui est génial avec un café philo, c'est démocratiquement, on choisit un sujet, et ce sujet, personne n'a une autorité pour en parler. Il n'y a pas un professeur qui va représenter l'autorité. Il y a une personne qui anime, qui rend possible la discussion. Voilà, c'est votre rôle maintenant. Mais vous n'avez pas une autorité dans la discussion. Hein, et d'ailleurs, vous restez en retrait normalement. Et en ce sens-là, un café philo, c'est un magnifique lieu d'exercice au concret de la démocratie. Donc, je suis suffisamment critique avec la démocratie pour dire, voyons ce qu'on peut faire. Et en ce sens-là, me semble, c'est un petit apport qu'en tant que professeur de philosophie dans un lycée, je pouvais... Et puis ce que je trouve intéressant également, c'est que dans le café philo, alors ça dépend des périodes, mais parfois vous avez des gens de plusieurs générations qui arrivent, de plusieurs origines, des gens ont fait des études, d'autres n'ont pas fait des études, puis on parle à la première personne, on dit « je », on essaie d'éviter les arguments d'autorité, parce que dès que quelqu'un arrive avec des arguments d'autorité, il apparaît déjà avec celui... Voilà, moi j'ai fait de la philosophie, donc écoutez-moi, je suis plus digne de confiance que celui... Vous voyez, il y a un certain... Voilà, il y a une certaine manière de faire le café philo qui est un véritable égalitarisme. Ça, c'est de l'égalitarisme. C'est ça que je trouve intéressant dans l'idée du café philo. Mais c'est un acte d'humilité, parce que très souvent, les cafés philo, vous voyez, ils tournent en rond, etc. Vous voyez, parce que le plus important dans un café philo, c'est pas ce qui en ressort, c'est ce qu'on fait.
C'est le fait qu'on écoute, c'est le fait qu'on essaie de justifier, c'est le fait qu'on essaie de comprendre. Vous voyez, tout ce qui manque sur les réseaux sociaux. En fait, le café philo, c'est l'anti-réseau social, même si nous les utilisons en ce moment. Exactement, c'est d'ailleurs ce qu'un des participants m'a dit dernièrement, c'est que c'est un des rares espaces, justement, où il arrive à sortir de cette dynamique des réseaux sociaux. Oui. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est quelqu'un de très jeune, donc qui vient de finir le collège. Donc, voilà. Jean-Paul Franière, merci beaucoup. Merci.